je passe la parole à Philippe Lorineau. Merci Soraya. Oui, c'est un plaisir d'avoir l'occasion de s'exprimer dans ce type d'enceinte. Et je vais peut-être en introduction essayer d'expliquer pourquoi j'ai été conduit à m'intéresser au Lean et pourquoi j'ai écrit le papier que vous avez eu et pourquoi j'ai conduit cette réflexion. Pour moi, le Lean a été et reste un sujet d'étonnement. Et c'est plutôt à ce titre que j'ai développé cette réflexion, non pas pour le Lean en soi, mais pour ce que signifie l'évolution historique du Lean sur le monde, la société, les organisations dans lesquelles nous vivons. Alors pourquoi sujet d'étonnement? Parce que il se trouve il y a environ 25 ans, c'est-à-dire à peu près au tournant de 1990, j'étais manager dans un grand groupe industriel en charge d'un projet qui consistait grosso modo à repenser les systèmes de pilotage de la production. Et donc c'était l'époque où le modèle japonais prospérait, je dirais, dans les pays occidentaux, dans les industries occidentales. Donc j'ai suivi des formations et j'ai été en quelque sorte le porte-parole, le porteur du message de ce qu'on n'appelait pas encore le Lean d'ailleurs, qu'on appelait plutôt juste à temps, qualité totale, Kaizen, etc. dans l'entreprise où je me trouvais. Puis j'ai connu d'autres destinées, j'ai quitté cette entreprise, je suis devenu académique, je suis professeur à l'ESSEC, j'ai fait la recherche sur de tout autre sujet, et donc je dirais qu'en gros pendant 25 ans, je me suis plus intéressé au Lean. Et récemment, depuis à peu près un an, à travers la formation continue, j'ai eu des contacts avec des professionnels d'entreprise très engagés, très touchés par des projets de Lean Management dans leurs entreprises, ce qui m'a conduit à m'informer un petit peu, à discuter avec eux, et à ma grande stupéfaction, j'ai eu l'impression, ce dont on va parler ce soir, l'impression que dans un grand nombre d'entreprises, ce qu'on appelait Lean aujourd'hui était à peu près le contraire de ce qu'on cherchait à faire aux environs de 1990. Et donc, ce sujet d'étonnement m'a conduit à essayer de creuser un peu plus le sujet, sachant que c'est encore un travail en cours, et que j'en suis un peu encore au niveau du constat. Ce que je vais vous livrer ce soir, c'est un peu le constat de cet étonnement, et je n'ai pas d'éléments d'explication autres que quelques pistes, et ça pourra d'ailleurs faire l'objet de notre discussion. D'où le titre d'ailleurs peut-être une histoire de détournement. J'aurais tendance d'ailleurs plutôt à parler de retournement, parce que détournement ça peut laisser à penser, ce que je ne crois pas qu'il y a une espèce de théorie du complot derrière. Je crois que c'est plutôt un retournement historique dont il faut chercher les causes qui sont probablement relativement complexes et probablement en grande partie culturelles. Alors, pour schématiser, je dirais que dans les années 80, fin des années 80, à l'époque dont je vous parle, on parlait de Lean, ou on parlait des différentes composantes du Lean au titre d'une démarche d'apprentissage collectif et de progrès continu. Et il me semble que dans un grand nombre de cas, dont Renault n'est pas représentatif, je vais y revenir, je pense que Renault est un bon cas où on a, dans une large mesure, maintenu la flamme de ce que j'appelais le Lean à la fin des années 80. Mais dans un grand nombre de cas, le Lean Management est devenu plutôt une démarche de performance planifiée et imposée, avec des objectifs chiffrés, on va y revenir, etc. Donc, très différent de ce que c'était au départ. Alors justement, je vais partir de l'expérience Renault, parce qu'il me semble que, je reprends le dernier transparent de Michel, le Lean est potentiellement favorable à l'émergence d'une démocratisation de l'entreprise, la création d'un nouveau lien entre santé et performance, à condition donc, débat, possibilité de discussion des managers, espace de discussion pour les opérateurs, rééquilibrer les pouvoirs entre ce que j'appellerais les experts et les opérationnels. En l'occurrence, puisque c'est une entreprise industrielle, les opérationnels de la fabrication, mais on pourrait très bien transposer cette discussion, ce débat sur des acteurs, des activités de service, par exemple. Si je prends l'exemple de la banque, on pourrait dire rééquilibrer les pouvoirs entre les services de support, les services d'expertise, que ce soit les systèmes d'information, différents services d'expertise dans la banque, et les opérationnels de l'activité bancaire. Pouvoir nouer un dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise sur les questions du travail. Et je dirais que si je reprends ce transparent, tel quel, je pense qu'il reflétait très très bien les préoccupations des gens qui étaient engagés dans des projets qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de Lean en 1987 ou en 1988.
Et c'est un bon point, et un point très intéressant pour le groupe Renault, que c'est pour ça que je disais, on a maintenu la flamme. Hein. Mais il me semble que ça n'est pas la situation dans beaucoup d'entreprises. Il s'agit donc, dans une certaine mesure, avec les conditions qu'a évoquées Michel tout à l'heure, de renouer avec ce que j'appellerais un peu les sources historiques, le projet historique du Lean. Libre débat sur les méthodes. Le projet historique du Lean, c'était reconnaître le pouvoir d'expérimenter et de discuter sur les outils et les méthodes. Espace et temps de la discussion sur l'activité pour les opérationnels, donc que les opérationnels aient le temps et l'espace de la discussion. Et on va y revenir, d'ailleurs Soraya l'a évoqué dans son introduction tout à l'heure, un des axes de ce que j'appellerais plutôt d'ailleurs le Toyota Production System, puisque c'est ça qui était à l'origine historiquement du Lean, éviter les surcharges et ménager le temps de la réflexion sur l'activité. Rendre du pouvoir des services fonctionnels aux auteurs directs de l'activité, un des axes du Lean au départ, historiquement, ce sont les opérateurs qui sont les premiers experts de l'activité. Ménager le dialogue social sur l'organisation du travail, et là on touche peut-être, et ça peut être un point pour la discussion, on touche à quelque chose qui n'est pas simplement renouer avec les sources historiques du Lean, parce que le Lean, à ma connaissance, et notamment le Toyota Production System, était très silencieux sur le rôle des syndicats, des délégués du personnel, des organisations représentatives et des institutions représentatives du personnel. Alors le Lean des origines, puisque j'ai évoqué un retournement historique, et je pense d'ailleurs que c'est une démarche qu'on devrait avoir plus souvent, c'est d'essayer de retracer l'histoire des concepts, des idées, voire des modes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, parce que c'est très instructif souvent de retrouver un peu cet historique. Au départ, ce qui apparaît, c'est une théorie de la performance. On ne parle pas encore du Lean. Je parlerai plutôt historiquement de l'émergence de ce qu'on a appelé d'abord, à mon avis historiquement, la qualité totale. C'est ce qui est à l'origine du Lean. Et vous voyez, je remonte très loin, puisque je remonte aux années 30. Historiquement, émerge une théorie de la performance industrielle comme démarche d'enquête collective sur l'activité. Et tous les mots sont importants, c'est une enquête, donc c'est exploratoire et tourné vers l'avenir. Collectif, ça implique le collectif de travail, sur l'activité, sur le travail, sur les contenus du travail. L'un des pionniers est un dénommé Shewhart, américain, qui est un ingénieur manager dans les Bell Laboratories, dans le secteur de la production du téléphone. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est un intellectuel. C'est un disciple de philosophes dont les œuvres sont extrêmement théoriques et abstraites, donc pas faciles d'accès. Les philosophes pragmatistes américains du début du siècle, qui sont des philosophes qui ont développé leur œuvre en opposition aux doctrines rationalistes, qui à l'époque, avec le taylorisme et le fordisme, prévalent fortement dans l'industrie. Théorie rationaliste de l'optimisation par le calcul, etc. Réaction contre cela des philosophes pragmatistes, dont Shewhart est un disciple, avec, on pourrait dire, un des axes de la réflexion pragmatiste, et on n'apprend qu'en faisant. D'où l'importance, évidemment. Vous voyez que tout le mouvement historique, quand on regarde ce que disait Michel tout à l'heure de l'exemple de Renault, la nécessité de retransférer du pouvoir des services de support, des services d'expertise, etc., vers les fabricants, les opérationnels, 1939, on n'apprend qu'en faisant. C'est-à-dire que ce sont ceux qui font, qui doivent apprendre, et qui peuvent construire le progrès. Alors, que fait Shewhart concrètement? Il théorise, c'est quelqu'un qui travaille sur la mesure. C'est un spécialiste, un qualiticien, on pourrait dire avant même que les qualiticiens existent, c'est le premier qualiticien historiquement. Il théorise la mesure pour la gestion de la qualité dans le domaine de la production de téléphones, donc dans la production industrielle répétitive, parce que c'est une activité de série. Et il dit que dans la production industrielle, comme dans la recherche de laboratoire des physiciens ou des chimistes, donc il fait ce rapprochement entre l'activité industrielle et l'activité de recherche scientifique, vous voyez, deux activités qui paraissent quand même très différentes. La mesure ne peut fournir que des traces et conduire à des hypothèses. Et ces hypothèses demandent à être vérifiées expérimentalement. Donc, il dit mesurer, c'est en fait une étape dans une démarche d'enquête collective qui est tournée vers l'avenir. Donc, s'appuyer sur ces traces
pour essayer de comprendre et d'anticiper sur le comment progresser. Et non pas un contrôle d'écart, tel qu'il était central, par exemple, dans le taylorisme. Le taylorisme est en grande partie fondé sur le contrôle d'écart, non pas un contrôle d'écart tourné vers le passé. Alors cette théorie de la performance, elle va continuer à se développer. Un disciple de Schwartz, qui s'appelle Deming, est le père de la qualité totale, et on en retrouve les traces dans ce dont vient de nous parler Michel à propos de Renault, puisque c'est le père de la boucle PDCA, Plan Do Check Act. Mais alors, Deming, qui est un disciple de Schwartz, et à qui Schwartz oblige à lire les philosophes pragmatistes. Alors c'est amusant, parce que quand on lit leur correspondance, Deming dit à Schwartz, dis donc, ils sont quand même très difficiles à lire, ces gens. Hein. Ça fait 7 fois que j'essaie de lire Lewis, et je commence à comprendre. Donc, effort intellectuel considérable. Alors, Deming, père de la qualité totale, disciple de Schwartz, reprend en fait une idée qui était déjà présente chez Schwartz, de cette boucle, de ce cycle, qui est un cycle d'expérimentation, un cycle d'enquête, qui inclut l'expérimentation empirique, qui est inspiré de la recherche de laboratoire. Et alors, comme il se rend compte qu'il y a beaucoup de managers, déjà à l'époque, aux États-Unis, beaucoup de managers reprennent l'idée de la boucle Plan, Do, Check, Act en disant, Plan, c'est fixer des standards, Do, c'est les exécuter, Check, c'est contrôler, mesurer l'écart, et Act, c'est résorber l'écart. Et il dit non, c'est pas du tout ça. Et je me rends compte que notamment le mot check est très maladroit, contrôler, vérifier, et il le remplace par S-study. Et il dit c'est pas la boucle PDCA, c'est la boucle PDSA, Plan, Do, Study, Act. Un remplacement qui est intéressant. Pour eux, le premier enjeu, c'est comment le collectif des opérateurs peut rendre l'enquête sur la performance faisable et productive. Et Deming, qui n'est pas prophète en son pays, il n'a pas beaucoup de succès aux États-Unis, se transfère avec armes et bagages au Japon et devient le père de tout le mouvement de la qualité japonais et l'un des aspirateurs du Toyota Production System chez Toyota. Un de ses disciples s'appelle Ono et c'est le père du Toyota Production System au Japon qui se développe dès les années 50 en fait. On a commencé à en parler, à le connaître grosso modo, je dirais aux alentours des années 80 en Europe. Mais le système Toyota s'est développé. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à aucun moment chez Toyota, ça ne s'est appelé Lean Management. C'était le Toyota Production System. Et vous avez entendu que Michel a dit, chez Renault, ça s'appelle pas le Lean Management, ça s'appelle le système de production Renault. Le SPR. Chez Toyota, c'était le TPS, le Toyota Production System. Donc la terminologie Lean Management, elle est venue après. Et effectivement, comment vient-elle? C'est un nom qui est donné en 1990 par un groupe de chercheurs du MIT, Womack, Ross et Jones, qui conduisent un projet de recherche international comparatif des industries automobiles au Japon, en Europe et aux États-Unis, qui s'appelle la table ronde de l'industrie automobile du MIT, et qui en sortent un livre qui s'appelle The Machine That Changed the World, la machine qui a changé le monde, qui est un livre qui est encore aujourd'hui, les étudiants lisent beaucoup, qui a été un best-seller de la littérature de gestion. Alors, ils font une analyse, ce sont des chercheurs brillants, ils font une excellente analyse du Toyota Production System et de ce qu'il signifie, sauf qu'on verra que peut-être le verre est déjà un peu dans le fruit, et ne serait-ce que la terminologie Lean Management qu'ils inventent et qu'ils plaquent sur le Toyota Production System et qui met l'accent sur Lean, la maigreur, la minceur. Alors, chez Ono, le Toyota Production System, Ono identifie 3 enjeux clés qui sont ce qu'il appelle le Mura, le Muri et le Muda. Ne me demandez pas ce que ça dit en japonais, je ne sais pas. C'est le Mura, le Muri et le Muda. Le Mura, c'est analyser les vrais besoins à servir. Que cherchons-nous à faire? Et donc, en gros, c'est ce qui correspondrait peut-être dans le monde occidental à l'analyse de la valeur, l'ingénierie de la valeur, etc. C'est vraiment comprendre la teneur des besoins que l'on cherche à servir. Deuxièmement, le Muri, c'est éliminer la surcharge de travail des équipements et des équipes. Et troisièmement, le Muda, qui arrive en troisième, c'est réduire le gaspillage. Et Ono explique que si on fait le Mura et le Muri correctement, le Muda, c'est un peu la récompense quasi automatique d'avoir fait le Mura et le Muri. Mais ce qui est déterminant, c'est quand même le Mura et le Muri. On commence pas par réduire le gaspillage. Il résume ça en disant il faut faire plus avec moins. Mais visiblement, dans la terminologie de Ono, faire plus avec moins, c'est pas créer plus d'output avec moins d'input au sens de la productivité directe, mais créer plus de valeur, donc mieux répondre aux besoins des clients, avec moins d'efforts, moins de charge de travail.
Et il insiste beaucoup sur le fait que le Toyota Production System est un modèle d'organisation dynamique qui reconçoit continuellement le système collectif d'activité. C'est la boucle, c'était l'idée de la boucle PDSA de Deming. C'est un système de reconception continue du travail. Alors si je schématise un système de production, vous voyez, on a des ressources, en haut à gauche, là, le portefeuille de ressources. Ces ressources sont consommées par l'activité collective, les méthodes de travail, la charge de travail, etc., tout ce qui est du niveau de l'activité. Cette activité débouche sur des outputs qui peuvent être des services ou qui peuvent être des produits. On peut sortir de l'industrie, tout ça est parfaitement applicable à des activités tertiaires. Ces outputs, ces prestations permettant de répondre à des besoins de la société et du marché. Eh bien, dans le Toyota Production System, les deux maillons clés, les deux maillons critiques, c'est ceux qui sont en rouge ici, c'est le système d'activité et les besoins auxquels qu'il permet de satisfaire. Et donc, quand il dit faire plus avec moins, c'est mieux satisfaire des besoins avec moins d'efforts au niveau de l'activité. Avec des principes qui en résultent, l'efficacité avant l'efficience, donc do the right things, faites ce qui est requis avant de se préoccuper de faire efficacement, faire de manière efficiente les choses, donc avant de do things right, do the right things. La première étape, c'est bien comprendre la teneur de la demande qu'on cherche à satisfaire. Deuxième principe clé, l'implication directe des opérateurs dans la démarche comme penseurs, et c'est le terme qu'emploie Ono, il dit c'est the thinkers of activity, c'est les penseurs de l'activité. Il insiste également sur la dimension collective de l'activité, d'où l'idée des groupes Kaizen, qu'a évoqué Michel tout à l'heure, le fait que c'est une démarche collective. Alors on parlait aussi à l'époque des cercles de qualité, etc. Importance de groupes plurifonctionnels, qui impliquent différentes expertises et différentes compétences. Troisième principe clé, le système d'apprentissage est fondé sur l'expérience. L'importance de l'expérience, voire de l'expérimentation, d'essayer des choses. Ce qui est essentiel, c'est pas, à plusieurs reprises, il dit, c'est un voyage. Le Toyota Production System, c'est un voyage. C'est pas une destination, c'est un voyage. C'est pas les objectifs. Moi, à l'époque, quand j'étais dans ce groupe industriel, j'ai suivi une formation qui était dispensée par un disciple, on pourrait dire, américain, Bill Belt, un disciple américain de ces pionniers japonais. Et Bill Belt disait, il n'y a pas de zéro stock, il n'y a pas de zéro défaut, c'est pas zéro stock, c'est pas zéro défaut, mais c'est un de moins chaque jour. Vous voyez, insistant sur cette démarche de progression. Alors, j'ai un exemple sur la gestion des stocks, j'ai pas le temps de le reprendre, éventuellement dans la discussion on le reprendra, mais ça signifie que sur des sujets très concrets, comme la gestion des stocks, etc., la philosophie est complètement différente de celle de l'optimisation à l'occidental. Il ne s'agit pas de trouver la taille optimale du stock en fonction d'un certain nombre de paramètres, comme on l'enseignait, et on continue à l'enseigner d'ailleurs, dans les bonnes écoles de gestion. Il s'agit simplement de constater qu'on a un stock d'un certain niveau et d'essayer très progressivement de le réduire, voir ce qui se passe. Avec très humblement en se disant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc on regarde, on voit et on avance. Ménager un certain mot organisationnel, le mot anglais slack, un slack organisationnel en organisation, en évitant les systèmes surtendus, je vais y revenir, parce que c'est un point fondamental. Et la réduction de la complexité. Alors justement, rôle clé du slack organisationnel, du mou. Et Ono désigne le mouri, la surcharge des personnes et des équipements, surcharge de travail des personnes et des équipements, comme la cause première du gaspillage. Il explique qu'au-dessus de 80% de taux d'utilisation des capacités dans n'importe quel système, le moindre aléa conduit le système à basculer dans des comportements chaotiques, incontrôlables, et de ce fait à l'effondrement de sa réelle capacité, à cause de phénomènes de propagation amplificatrice des perturbations. Alors ceci est d'autant plus marqué et d'autant plus fort que l'on est dans des systèmes fortement intégrés. Or, si vous y réfléchissez bien, toute l'évolution des technologies depuis les années 80-90 va dans le sens d'une intégration croissante des systèmes de travail. Du fait des systèmes d'information, du fait de l'automatisation dans l'industrie, etc. Du fait des systèmes de gestion qu'on utilise, les fameux ERP, les systèmes de gestion intégrés. Tout ça fait qu'on est de plus en plus intégré, et donc les effets de propagation amplificatrice des aléas et des perturbations sont de plus en plus forts.
Alors j'ai mis une image d'un embouteillage parce que c'est une bonne illustration. Je veux dire, on sait très bien que quand la circulation est au bord de la saturation, il suffit d'un incident quelque part, d'un accident ou d'une panne ou quoi que ce soit, pour qu'on ait le chaos, effectivement. Au point que pour éliminer la surcharge de travail, Toyota planifie à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai pas refait l'étude, jusqu'à 50% de surcapacité. Ils ont le système qu'ils appellent 8-4-8-4. 8 heures de production, de fabrication, 4 heures d'autre chose. Donc réunion sur la qualité, optimisation des flux physiques, etc. Nettoyage, maintenance de premier niveau, bon. Arrêt de la production. Alors le slack organisationnel, là on sent bien que c'est une notion qui joue un rôle fondamental dans ce type d'approche, pour deux raisons. D'abord le slack, on rejoint l'espace de discussion, évoqué dans sa conclusion par Michel. Le slack, c'est la manière de laisser aux opérationnels, que ce soit les managers de première ligne ou les opérateurs, de leur laisser le temps et l'espace de réfléchir. Et puis j'ai repris beaucoup de discours de consultants aussi. J'ai regardé un peu sur Internet les discours que tenaient beaucoup de consultants sur le lean management. On a l'impression qu'il y a une orientation première vers l'économie des ressources et la réduction des coûts. Ce qui veut dire que le MUDA passe en tête. Pire que ça, dans une large mesure, on a l'impression, dans de nombreux cas, pas toujours, et l'exemple de Renault est là pour nous montrer que c'est pas toujours le cas, le Moura et le Mouri tombent à la trappe. On se croit assuré de la pertinence de l'activité, donc on est doing the right things, et on centre l'attention sur la productivité immédiate, c'est-à-dire doing things right. Et le Mouri également, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à vouloir supprimer le slack organisationnel. Ce qui met beaucoup de systèmes de travail dans des états de tension qui basculent très facilement dans des états chaotiques. Les acteurs de terrain qui étaient vus comme les experts, les penseurs de l'activité originellement, sont plutôt vus souvent aujourd'hui comme des porteurs de coups et marginalisés dans l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse est plutôt conduite par des experts internes, voire par des consultants externes. Avec d'ailleurs une analyse qui est très souvent, au nom de la rationalisation, très fondée par exemple sur des ratios quantifiés, supposés être archétypiques de secteurs d'activité, de type d'activité, etc. Et l'individualisation de la performance, alors ça c'est pas dans le cadre des projets Lean dans les entreprises, mais il y a eu un mouvement assez général vers l'individualisation de la performance dans beaucoup d'entreprises. Or l'individualisation de la performance est quelque chose qui est difficilement soluble dans le TPS tel qu'il avait été défini au départ, dans le Toyota Production System, puisque l'idée était vraiment la démarche du collectif. Donc je dirais que, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, on a décalé les maillons clés vers l'économie des ressources pour un volume d'output. Donc c'est toujours, vous voyez le piège des mots, on peut toujours dire faire plus avec moins. Le Lean c'est faire plus avec moins, d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup d'experts du Lean aujourd'hui, sauf que derrière le faire plus avec moins, on ne met pas du tout les mêmes contenus. Alors c'est une régression, à mon sens, c'est une régression historique. Les gaspillages réapparaissent là où on croyait les avoir éliminés, c'est un peu comme une hydre, l'hydre de Lerne, là on coupe des têtes, on croit qu'on a coupé les têtes, et puis hop, elle repousse, à côté, ailleurs, et puis on passe son temps. Du fait de l'irrégularité, du manque de lutte contre la complexité et des surcharges. La capacité, alors les surcharges en plus, bon ça c'est que tous les professionnels de la gestion de production savent ça, c'est que les goulots d'étranglement, les surcharges, les files d'attente, etc. sont très mobiles. Parce que ça dépend fondamentalement des mix de production, des situations spécifiques dans lesquelles on est. Donc c'est pas quelque chose qui est structurel, c'est quelque chose qui se déplace. D'où cet effet d'hydre, on coupe les têtes et elle repousse. Capacité d'apprentissage collectif ou d'innovation se tasse, parce que les acteurs n'ont pas le temps de prendre le recul nécessaire. Menace pour l'intégrité physique et physiologique et psychologique des acteurs. Perte de sens du travail. Malheureusement, beaucoup d'entreprises dans lesquelles les files d'attente sont gérées comme des moyens de mise sous tension systématique permanente, et non pas comme des situations exceptionnelles. Et il faut croire que c'est un passeport assez sûr pour l'échec, puisque en 2008, une étude avait été faite sur les projets Lean, qui a parvenu à la conclusion, alors les chiffres valent ce qu'ils valent,
et ces études-là valent ce qu'elles valent aussi, mais grosso modo, c'est confirmé, moi, par les contacts que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'entreprises, un nombre très élevé, un pourcentage élevé de projets Lean sont considérés comme ne remplissant pas leurs objectifs initiaux. Pourquoi ce retournement historique? Et c'est là que j'en arrive. Je voudrais me poser la question du pourquoi. Et ça, c'est là que, malheureusement, je n'ai pour l'instant que quelques pistes de réflexion. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette réflexion. Alors, il y a un premier point qui me paraît fondamental, c'est la relation de nos cultures managériales dominantes avec le temps. Et notamment le fait que ça se concrétise par une confusion entre le slack organisationnel et le gaspillage. J'associerai ça, si vous voulez, je ferai un peu un parallèle, une métaphore avec le raisonnement en termes d'assurance. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous allez engager une activité dans laquelle vous considérez qu'il y a quelques risques, je sais pas, vous allez prendre l'avion et vous, pour raison X ou Y, vous pensez qu'il n'est pas exclu que vous soyez contraint d'annuler votre billet à la dernière minute, ou de retarder, etc. Bon. Faut-il prendre une assurance ou ne faut-il pas prendre une assurance? Si vous avez quelqu'un qui vous rembourse le voyage, vous prenez une assurance, vous avez un raisonnement en termes ex ante. Il y a un risque, je couvre ce risque avec l'assurance. Vous faites votre voyage, il n'y a pas eu de problème, vous n'avez pas eu besoin de l'annuler, vous n'avez pas eu besoin de le reporter, etc. Et donc, ex post, vous pouvez dire l'assurance n'a servi à rien. Si vous avez quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui est totalement inaccessible au raisonnement ex ante et que vous faites du reporting ex post, la personne va vous dire, l'autorité va vous dire, mais vous avez gaspillé de l'argent. Pourquoi avez-vous payé cette police d'assurance alors que elle ne vous a servi à rien, hein? Vous voyez la différence entre un raisonnement ex ante, ex post, la différence entre la perception du temps quand on s'engage dans une activité dans laquelle il y a un certain degré d'incertitude, de complexité non totalement maîtrisée, etc., versus le raisonnement ex post quand on analyse ex post, notamment par exemple dans les systèmes de reporting de performance, les performances de gens qui ont réalisé quelque chose et qui rapportent sur ce qu'ils ont fait. La notion de gaspillage est par définition une notion ex post. Elle ne peut se définir que par rapport à une norme. Et le gaspillage, c'est tout ce qui dépasse la norme. Mais évidemment, ça ne fait que déplacer la question, quelle est la norme? Comment je définis la norme de ce qui n'est pas gaspillage? Alors, certains répondent, gaspillage, c'est tout ce qui n'ajoute pas de valeur pour le client. Ah oui, mais qu'est-ce qui n'ajoute pas de valeur pour le client, hein? Alors, j'ai lu des textes, y compris d'articles, plutôt à statut académique, proposant de distinguer entre le gaspillage requis et le gaspillage superflu. Ce qui montre la complexité de la notion de gaspillage, hein, lorsqu'on en est à définir le gaspillage requis. Alors que le slack, par définition, c'est une notion ex ante. Le slack, c'est un matelas de ressources réelles ou potentielles qui permet une organisation de s'adapter avec succès aux pressions internes ou externes ou d'engager des changements stratégiques. Donc c'est un matelas de ressources qui n'est pas utilisé à l'instant T, mais qui est disponible soit pour traiter des aléas, c'est pour ça que je compare ça à la police d'assurance, soit pour traiter des aléas, soit pour engager des changements stratégiques. Et ce qui est considéré comme du slack ex ante peut être pris pour du gaspillage ex post, et je pense que c'est un des mécanismes du retournement historique du lean management, c'est que nous sommes dans des cultures managériales dans lesquelles il y a une vision du temps ex post, et on a beaucoup de difficultés à prendre en compte l'incertitude et la complexité de l'activité ex ante. Alors c'est d'autant plus important que si j'étends cette discussion sur un domaine qui est la gestion du risque, un des grands auteurs en matière de gestion du risque qui s'appelle Perrow, un Américain, qui est l'auteur d'une théorie qui s'appelle la théorie des accidents normaux, hein, Normal Accident Theory, NAT pour les intimes. En fait, c'est une théorie très simple qui dit, dans des systèmes fortement intégrés, les systèmes fortement intégrés sous tension, dans lesquels il n'y a pas de matelas, sont exposés à des accidents systémiques quasi inévitables. Deuxième raison, c'est l'abandon de la démarche expérimentale. Là encore, c'est peut-être un problème culturel, c'est que
cette culture de l'expérimentation n'est pas fortement ancrée, parce que nous sommes, peut-être particulièrement en France, dans des cultures et des formations de managers et de dirigeants qui ne sont pas fortement axés sur l'expérimental et l'expérimentation, qui sont plutôt fondés sur des visions représentationnelles statiques du pilotage de la performance. Alors, la vision représentationnelle, c'est une vision dans laquelle le manager est censé, de l'extérieur de l'activité, pouvoir déterminer une performance optimale ou satisfaisante, atteignable, en représentant le système d'activité, le système de travail, donc de l'extérieur, de manière pertinente, et en calculant, en établissant des performances atteignables. Alors que une vision expérimentale, c'est une vision dans laquelle le dirigeant, le manager, accepte l'idée selon laquelle l'activité est trop complexe pour pouvoir être représentée de manière déterministe de l'extérieur, et donc va s'engager, ce que me disait mon formateur, la Bill Belt, dans une démarche, par exemple, tâtonnante, dans laquelle on va dire, ben oui, le stock optimal, je sais pas combien il est, mais je vais tenter de réduire d'une unité chaque jour et voir ce que ça donne, en me gardant bien d'aller trop vite. Ce qui débouche sur des fixations d'objectifs top-down, écoute limitée des acteurs de terrain, ignorance de l'activité réelle, de ses contraintes et de ses opportunités. Or, les pionniers du Toyota Production System avaient formulé 2 règles fondamentales qui, dans cette évolution, sont oubliées. 1, il n'y a pas de substitut à l'expérience directe de l'activité. Vous ne pouvez pas la représenter de manière déterministe et pertinente de l'extérieur, d'où l'opérateur penseur de l'activité. Et deuxièmement, toute démarche de progrès doit être expérimentale, d'où la boucle PDSA de Deming, plan, do, study, act, et vous avancez pas à pas. Dernière éventualité, alors là c'est peut-être de la psychologie très bon marché, c'est peut-être aussi parce que des démarches de contrôle dans lesquelles on fixe des objectifs quantifiés à l'avance, etc., sont sécurisantes pour des managers qui sont eux-mêmes pris dans un système, il faut le reconnaître, dans un système dans lequel ils sont eux-mêmes appelés, y compris leurs dirigeants, y compris les dirigeants de l'entreprise, ils sont appelés à rendre des comptes sur des objectifs chiffrés qu'ils ont fixés préalablement, et c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Vous annoncez à l'avance votre objectif de profit, et puis si vous réalisez pas votre objectif de profit, vous êtes un peu mis en accusation. Alors je reprends une citation de Womack, un des 3 chercheurs historiques du MIT qui ont inventé l'expression Lean Management. 2006, Womack dit: notre compréhension en 1990, quand nous avons écrit le fameux livre, était que Muda Muramuri était une séquence de progrès. Entre parenthèses, déjà, c'est pour ça que je dis le verre était dans le fruit, Womack met le Muda en tête. Le Muda, c'est élimination du gaspillage. Il le met en premier. Notre compréhension à cette époque, 1990, était que Muda Muramuri était une séquence de progrès logique pour les théoriciens du Lean. 20 ans plus tard, je suis frappé par la quantité d'efforts déployés pour éliminer le gaspillage et combien peu d'attention est accordée à Mura et Muri. En bref, Mura et Muri sont maintenant les causes racines du Muda, du gaspillage dans beaucoup d'organisations. Pire même, ils ramènent le Muda là même où les managers et les équipes opérationnelles l'avaient déjà éliminé ou croyaient l'avoir éliminé. Voilà, alors je me dis que peut-être la terminologie Lean Management était maladroite de leur part, à tout le moins. Quoi faire? Vous allez voir que mes conclusions sont, 1, renouer avec les sources d'inspiration d'origine, et c'est un peu ce que nous dit Michel en conclusion sur sa présentation du système de production Renault. Renouer avec l'inspiration d'origine. Les opérationnels sont les experts de l'activité, donc il faut leur laisser l'espace de la discussion, etc. Réserver le temps et l'espace de l'analyse et de la discussion. Instrumenter, bien sûr. L'aspect instrumentation est très important. N'oublions pas que Schwartz et Deming, origine historique, sont des gens qui ont fait consacrer beaucoup d'efforts à instrumenter ces démarches de progrès continu, analyser les besoins à satisfaire, réduire leur complexité et favoriser l'expérimentation, l'exploration pas à pas. Cette démarche d'expérimentation, en rajoutant quelque chose qui n'était pas dans les sources historiques du Lean, et c'est là-dessus que je conclus, c'est définir la place du dialogue social et des organisations représentatives des salariés dans cette démarche-là. C'était un peu, à mon avis, l'angle mort du Lean historique, on va dire. Merci Philippe pour cette épopée du Lean, donc un sujet qui n'est pas mince, loin de là. Donc on peut pas y échapper au Lean. On a effectivement souvent des acronymes
Donc on retient que PDCA, faut remplacer le C par study, donc revenir sur le terrain, revenir sur l'activité. Et ça repose en quelque sorte la question également de la position des managers vis-à-vis des formations, des formations et des théories en général, et cette nécessité peut-être d'aller à l'origine de ces théories, d'essayer de ce que tu as fait ce soir, c'est-à-dire tracer un peu l'évolution de ces théories et être conscient des théories qui sont encapsulées en quelque sorte dans les méthodes d'organisation et les changements qu'on nous promet au sein des organisations, que ce soit des organisations privées ou des organisations dans le secteur public. Et donc cette incitation à remettre sans cesse en question les propositions et revenir sur l'expérimentation. Et il est juste que on a très peu de managers qui soient passés aussi par la filière recherche, où on prend conscience de l'importance du mou organisationnel, du matelas nécessaire et du temps nécessaire pour s'approprier les problématiques et les revoir sous un angle neuf. Et aussi savoir gagner du temps ou perdre du temps pour en gagner plus tard.